Bonjour. Bonjour. Alors, à l'ère de la transformation digitale, à l'intelligence artificielle, la souveraineté numérique passe par la protection des données et la cybersécurité. Oui, tout à fait. Donc déjà, bonjour à tous les auditeurs et les auditrices. Tout à fait. Donc la transformation digitale commence déjà par une mise en place d'une stratégie. Et l'un des facteurs de réussite d'une transformation digitale, c'est la protection des données. Et je pense que ces 2 dernières années, on a vu beaucoup d'attaques en matière en cyberattaque, et surtout vis-à-vis de l'Algérie. Donc, on est obligé de se protéger. Si on parle de souveraineté numérique, cela veut dire que c'est des questions extrêmement importantes aujourd'hui. Oui. Stratégiques même. Très très stratégique. Je vous donne une information qui n'est pas, on va dire, du monde du privé, mais du monde du public. Il faut savoir qu'on crée chaque jour 2,5 quintillions d'octets de données par jour. C'est un chiffre énorme. Donc quand on voit le nombre de données et d'informations qui circulent sur Internet, sur l'espace numérique, donc c'est énorme. Et il faut savoir que c'est 90% de ces données qui existent en ce moment ont été créées au cours des 2 dernières années. En clair, les données sont devenues plus importantes que les énergies et les richesses elles-mêmes, puisque vous avez donné le chiffre de 2,5 quintillions de données qui sont produites par jour, et c'est énorme. Ces données servent à quoi et vers quoi sont-elles versées aujourd'hui? Alors, qui se sert de ces données? Alors, première des choses, donc on parle de qui se sert de ces données. Tout le monde connaît les GAFAM. Pour rappel, GAFAM, c'est Google, Apple, Facebook et Microsoft. Donc, c'est les plus grands, on va dire, constructeurs technologiques dans le monde, et ceux qui utilisent l'économie numérique. Eux, leur rentrée d'argent, leur fortune n'est pas basée sur la technologie, mais elle est basée sur l'utilisation et l'exploitation de la donnée. Je vous donne un exemple. Chaque minute, on crée plus de 57 000 de publications images. On a plus de 100 heures de vidéos en ligne. On a 2,8 millions de publications sur les réseaux sociaux. Plus de 2,5 millions de requêtes de recherche de web. Donc vous voyez, on n'est plus à l'ère de la donnée, mais on est à l'ère ce qu'on appelle du big data. Et c'est énorme. Alors, c'est une sorte, en quelque sorte, d'espionnage à grande échelle, puisqu'aujourd'hui, on l'a dit à l'instant, que les données sont devenues plus importantes que les énergies et les richesses des pays elles-mêmes. En fait, c'est un type d'espionnage autorisé, on va le dire. C'est un espionnage à grande échelle autorisé, parce que c'est nous-mêmes qui déversons nos données sur l'espace numérique, sur le réseau Internet. Et on donne l'autorisation aux gens, à ces grands constructeurs, l'autorisation d'utiliser nos données. Moi, ça me fait rire quand je vois des gens publier sur les réseaux sociaux en disant « À partir d'aujourd'hui, j'interdis à tel et à tel réseau de ne plus utiliser ». Et il faut juste savoir que dès qu'on s'inscrit, et on ne lit pas toujours les conditions d'utilisation, dès que vous cliquez sur « Oui », vous avez donné autorisation à ces personnes, à ces entreprises d'utiliser vos données, malgré si vous les mettez en mode privé. Alors, mais comment se préserver aujourd'hui, puisque nous avons vu, vous avez donné quelques indications sur, bien sûr, les tentatives aujourd'hui d'attaque contre l'Algérie en matière de cyberattaque, et pas plus tard qu'hier, l'agence de presse Service a été attaquée, c'est-à-dire l'APS. Alors, il faut déjà comprendre quel est l'intérêt derrière le piratage des systèmes d'information. En fait, il y a plusieurs raisons. Là, on a des raisons financières qui peuvent être l'intérêt, et c'est l'intérêt le plus courant pour les pirates informatiques. Puisqu'on demande aujourd'hui des rançons. Exactement, on veut gagner de l'argent, et ça peut être on a vu ça les derniers mois par rapport aux hôpitaux en Europe et en France qui ont été bloqués dans leur système informatique, ont été bloqués grâce à des ransomware. On a l'un des intérêts, c'est l'espionnage industriel. Il y a cette partie-là. Il y a l'activisme politique. Il y a aussi ce qu'on appelle l'altération ou destruction de données. Donc, on a juste envie de détruire des données. Et surtout, parfois, on a envie juste d'avoir accès à des données non autorisées, à des données confidentielles, comme l'affaire, par exemple, Snowden, qui est la plus connue.
Et bien sûr, Pegasus, que nous connaissons aussi, qui a bien sûr été utilisé contre l'Algérie, ses cadres et aussi sa société civile et des journalistes. Alors, ce piratage monnayé aujourd'hui, c'est-à-dire moyennant des rançons, est-ce qu'on a des estimations ou des exemples où certains États ou certains pays ou certaines entreprises ont dû payer pour débloquer leur système? Et on se rappelle du piratage d'un hôpital en France, Exactement. dont les services ont été totalement mis hors service. Exactement, en fait, on a déjà vu pas un hôpital, mais des hôpitaux qui ont été bloqués avec des outils, en fait, des armes cybernétiques, si j'ose dire, avec des ransomware. Ils ont été bloqués. On n'a jamais parlé du montant. On parle jamais, c'est très rarement. Donc on parle du montant de la rançon. Mais la plupart du temps, c'est les pirates ont un objectif qui est derrière, qui est un objectif financier. Mais par contre, on sait bien quels sont les pays les plus touchés. En fait, tout dépend en fait, la plupart du temps, il y a un top 10 qu'on essaie de voir. On essaie de voir un petit peu, nous qui sommes dans le domaine de la cybersécurité. Donc, on essaie de voir un petit peu quel est le top 10. Vous avez les États-Unis, la Chine, la France, le Canada. Vous avez l'Inde. En fait, là où se trouvent les dernières technologies, c'est les pays qui sont les plus touchés. Après, si on part d'un autre côté, on peut voir aussi les pays où il y a beaucoup plus d'activisme politique ou de revendications, ce genre de choses. Donc, dès que quelqu'un ne nous plaît pas, on essaie toujours de le détruire ou altérer l'information, on va dire. Mais quelle est l'alliance aujourd'hui, puisque nous sommes à l'ère du numérique, l'alliance entre la transformation digitale et cybersécurité? Alors, ça va de pair? Enfin, exactement. Ça, c'est une très 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 bonne question. Il faut savoir que pour mettre en place une transformation digitale, il y a des facteurs de réussite. Il y a des facteurs de réussite qu'on doit mettre en place, qui sont très très importants. Il faudrait qu'on ait une vision claire et un engagement du leadership, et je pense qu'on le voit en ce moment. On le voit en ce moment dans notre pays. Il faut aussi une planification détaillée. Il faut qu'on mette une place de stratégie de transformation qui nécessite une planification approfondie. Moi, de temps en temps, ça me fait rire d'entendre quand on parle une entreprise s'est mise à la transformation digitale en créant un site web ou en mettant une page Facebook. Ce n'est pas ça. Et ce n'est même pas aussi quand on met une plateforme digitale. Ce n'est pas ça, la transformation digitale. La transformation digitale, c'est beaucoup plus grand que ça. Maintenant, quand on commence à mettre en place, donc il y a aussi de l'investissement sur des technologies appropriées, donc il y a une réflexion derrière. Il faudrait qu'on soit agile et flexible. Il faudrait qu'il y ait une collaboration interne et externe, c'est-à-dire interne à l'intérieur de l'entreprise. Si on voit ça au niveau d'un pays, c'est entre les ministères, entre les institutions. Et bien sûr, la dernière partie qui est la plus importante, c'est la sécurité et la conformité. Et là, on voit l'alliance entre la transformation digitale et la cybersécurité. Donc vous avez ça va de pair. Exactement. Elles vont ensemble. Il ne suffit pas d'être attaqué pour penser déjà à se protéger. Tout à fait. En fait, on se dit vaut mieux prévenir que guérir. Donc, pour les personnes qui connaissent un petit peu le monde de la gestion des risques, on parle de protection et on parle de prévention, mais les deux à la fois, c'est le meilleur moyen et c'est la meilleure arme. Donc, je reviens un petit peu à l'alliance. Donc, on parle de sécurité et de conformité en matière de transformation digitale. Donc, la protection des données et la conformité aux réglementations. Donc, il n'y a pas que les outils, mais il faut mettre aussi la réglementation. En quoi consiste la réglementation? Qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place aujourd'hui? Et quelles sont les lacunes constatées aujourd'hui en matière de législation dans notre pays? Dans notre pays, en fait, on a déjà des lois qui sont mises en place et on commence à voir ces derniers mois l'accélération en matière de réglementation et de législation au niveau des lois. Donc vous avez la première loi qui est connue, c'est la loi 1807 qui parle de la protection des données personnelles et des données confidentielles. Et on a vu la mise en place par le président de l'autorité nationale de la protection des données, donc qui a été mis en place en août dernier, et qui a commencé à activer. On a le décret présidentiel le 2005 qui parle du dispositif national de la sécurité des systèmes d'information.
Et aussi, on a le référentiel national de la sécurité de l'information qui est sorti en 2020. Il faut savoir aussi que dans ce contexte-là, il faut respecter cette réglementation. Sinon, on n'aura pas la bonne protection. Donc, il faudrait que, par exemple, il y a 4 points très essentiels. Il faut qu'on a l'obligation maintenant de désigner un RSSI, ce qu'on appelle un responsable de la sécurité des systèmes d'information. Au niveau de toutes les institutions. Exactement. Et moi, j'aimerais bien que ça soit pas limité qu'aux institutions publiques et étatiques, mais que ça soit généralisé sur n'importe quelle entreprise algérienne. Parce que même les données économiques font l'objet aujourd'hui de piratage. En fait, on a parlé on a parlé aussi de piratage et d'espionnage industriel. Donc il y a cette partie-là. Il y a la deuxième en fait, l'un des deuxièmes points les plus importants, c'est l'obligation du rattachement du responsable du RSSI au premier responsable de l'organisation. Donc le RSSI ne dépend pas du directeur du système d'information, mais le RSSI dépend du directeur général ou du CEO ou du PDG, mais du premier responsable directement. Et ça doit suivre le référentiel national de la sécurité qui est sorti en 2020. Troisième point, c'est le RSSI, c'est lui le responsable de l'administration et de la gestion des technologies de cybersécurité. Et ce n'est pas une autre personne. C'est lui qui doit se focaliser et qui doit gérer ces outils-là. Et là, on va se conformer à une norme internationale qui est l'ISO 27032. Et en dernier, donc, il faudrait toujours désigner un responsable de la sécurité des SI comme partie prenante et indispensable du dispositif de contrôle interne des organismes. C'est lui qui va vérifier et qui va voir que tout est réglementé, tout est bien défini selon le référentiel national. Alors on le voit actuellement au niveau des institutions et des entreprises, il y a responsable de la sécurité, mais il faudrait aussi parallèlement avoir un responsable de cybersécurité. Il faut le rendre obligatoire ou impérativement, puisqu'aujourd'hui la numérisation est devenue un axe indispensable pour notre développement. Exactement, en fait, c'est déjà décrit, c'est déjà dit dans le référentiel, c'est déjà dit dans... Mais le rendre obligatoire, il faut création de ce poste. Il faut le rendre. Ce n'est pas en changeant juste le titre d'un informaticien ou de dire oui, on vous ajoute. Non, il faut qu'il y ait une personne distincte du DSI ou du IT manager ou du responsable informatique. Le responsable informatique, il est le responsable de l'infrastructure, mais le responsable de la sécurité des systèmes d'information est le responsable de la sécurité de ces infrastructures et des données et de ce qu'on appelle du patrimoine numérique de l'entreprise. Alors, Monsieur Djelal Bouabdallah, moi je voudrais revenir avec vous pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction sur plusieurs aspects par rapport à la cybersécurité. Nous avons vu aujourd'hui que c'est une question de souveraineté nationale, de défense nationale, puisque le piratage a un coût et bien sûr il y a moyennant des appels à des rançons, moyennant bien sûr le rétablissement de certains systèmes qui ont été carrément mis hors service dans certains pays, dans certains États, même des grandes puissances, et on l'a vu hier avec bien sûr notre agence APS, agence presse service, qui est actuellement subit des attaques de toutes parts, et vous avez donné un indicateur chiffré dans la première partie de l'invité de la rédaction en disant que les données aujourd'hui sont devenues plus importantes que les énergies, les richesses elles-mêmes des États, puisqu'elles représentent l'équivalent de 2,5 quintillions de données par jour qui sont utilisées à travers le monde et par toutes les institutions. Alors, vous avez dit, on a en Algérie adopté un certain nombre de lois qui s'inscrivent dans la protection, bien sûr, contre les attaques via le net, mais vous avez parlé aussi de la nécessité d'aller vers la protection de ce qu'on appelle le patrimoine numérique. C'est quoi le patrimoine numérique ? Alors, c'est bien de revenir un petit peu sur la cybersécurité. Je voudrais juste redonner une petite définition très simpliste pour les gens qui veulent bien savoir qu'est-ce que la cybersécurité. Donc c'est très simple. La cybersécurité, c'est un concept qui va regrouper des éléments qui ont un objectif de la protection des systèmes informatiques et leurs données. À un moment donné, on parlait de hacking. Oui. C'est plus à la mode. C'est dépassé. Hacking, on est parti plus loin maintenant. Alors, ce qu'on parle, les systèmes informatiques et les données, c'est le patrimoine numérique d'une entreprise.
d'une institution, d'un pays. C'est les données confidentielles. Ça peut être des données confidentielles comme des données non confidentielles. Tous ces données-là, c'est le patrimoine numérique qui appartient à une entreprise ou à une institution. Donc, il faut mettre des moyens de protection. Et les moyens, il y en a 4. Des moyens techniques, donc on parle de solutions, de cybersécurité. Il y en a plein, des antivirus, des pare-feux, toute solution qui va venir. On a de la protection conceptuelle. On parle beaucoup plus de stratégie, de conception. Donc, cette partie-là. Il y a la partie humain, qui est très, très importante. On dit toujours dans la cybersécurité que le maillon faible, c'est l'humain et non pas la technologie. Et bien sûr, la dernière partie, c'est la partie législative. Donc, c'est la mise en place de la réglementation nécessaire et adaptée. On ne met pas une législation ou des lois qui datent des années 90 et on est en 2023. La technologie évolue de jour en jour, donc il faut être très agile, il faut être très flexible. Donc, ces 4 moyens vont s'accompagner de plusieurs objectifs. L'intégrité des données, donc il faut que les données soient intègres, la confidentialité, la disponibilité des systèmes pour garantir l'utilisation des données et surtout l'authentification, comment on soit sûr qu'on peut accéder et comment on y accède. Sur la partie authentification, par exemple, on voit que l'Algérie a mis en place la signature électronique. Il faut la protéger. Bien sûr, elle est déjà protégée, elle est protégée, mais le souci c'est que on ne montre pas le bon exemple. On tarde à utiliser cette signature électronique. Ça c'est de 1. La partie technique en ce moment, ça tarde aussi. Il y a beaucoup de petits blocages, on va dire. Conceptuel, on a commencé à mettre en place les stratégies. On a la loi 1807, on a parlé du décret présidentiel, on a parlé du référentiel. Il y a quelques jours, il y a l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information qui a déjà commencé à activer, donc c'est une bonne chose. Et ça serait bien qu'elle fasse un petit tour au niveau des institutions et des entreprises. Donc ça, c'est la cybersécurité dans sa définition la plus large et la plus simpliste. Après, on parle de souveraineté. On parle de souveraineté numérique. Et la souveraineté numérique, elle a plusieurs concepts. On parle de souveraineté avec une approche juridique. On parle de souveraineté des États. Parce que là, les États doivent mettre en place les instruments qui vont être indissociables de la technologie numérique et ils vont revendiquer le prolongement de leur pouvoir de réglementation sur les réseaux et le respect de leur autorité. C'est ce qu'on arrive en ce moment pour dire, OK, pourquoi on nous attaque, pourquoi on a ce genre de cyberattaque en Algérie. Donc, on veut dire, OK, moi, je ne veux pas que mes données soient divulguées ailleurs. Alors, divulguer les données confidentielles ou les données personnelles. Alors, vous avez parlé dans la stratégie, il faut 4 points. Vous avez parlé un peu de la ressource humaine qui est indispensable. Il faut des formations. Mais comment faire face avec une formation adéquate quand on sait qu'aujourd'hui, les attaques, c'est des algorithmes, c'est des robots. Ce ne sont plus des humains. Alors là, ça va nous mettre un petit peu de la mise en place ce qu'on appelle d'une stratégie de cybersécurité et ce qu'on avait parlé tout à l'heure de l'alliance indéfectible entre la transformation digitale et la cybersécurité. Donc, comment on fait? En fait, quand on voit cette alliance, c'est un enjeu national et quand on met cet enjeu en place, on est en train de parler de souveraineté numérique et de cybersécurité. La souveraineté numérique et la cybersécurité va se poser ou se reposer plutôt sur 6 points essentiels. Vous avez une stratégie nationale dont on parlait, une stratégie nationale de cybersécurité. Et la deuxième partie dont vous venez de parler, c'est la stratégie nationale d'éducation et de formation. On est en 2023, on ne peut plus former les gens et leur apprendre. L'informatique, par exemple. Oui. Il faut aller plus loin. Il faut aller très Maintenant, avant on parlait d'informatique, d'ingénieur en informatique, de TS en informatique. Aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle. Il faut voir juste qu'est-ce qui. On peut reproduire même des humains en vrai, quoi. Des humains, de la voix. Maintenant, on a de l'image, on a des robots qui peuvent répondre, peut-être même faire une émission à notre place, carrément. Question-réponse.
Mais la formation, maintenant, c'est l'un des points les plus importants dans une stratégie de souveraineté numérique et de cybersécurité. Il faut former les étudiants et pas que. C'est aussi même les chefs d'entreprise, les responsables, les cadres dirigeants aux nouvelles technologies. L'université a un grand rôle à jouer dans ce cadre. Très grand rôle. On le voit avec quelques universités et écoles spécialisées en Algérie. On est en train de pousser ces 2 dernières années, on est en train de pousser vers la cybersécurité. Moi, je le vois dans mon travail quotidien, je vois cet engouement vers la cybersécurité. Je le vois tous les jours, avec des étudiants, avec des étudiants, avec des diplômés, des étudiants fraîchement diplômés qui s'intéressent à la cybersécurité et à la transformation digitale. Alors, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que la cybersécurité devient aujourd'hui un axe stratégique et de souveraineté? On l'a dit dans la première partie de l'invité de la rédaction. C'est la raison pour laquelle, au même titre que le budget de la défense, il faut consacrer un budget équivalent pour la cybersécurité, puisqu'on a vu quelques indicateurs. Vous avez la Chine qui débloque pas moins de 20 milliards de dollars pour sa cybersécurité et les États-Unis qui arrivent en tête avec l'équivalent de 40 milliards de dollars en termes de dépenses de cybersécurité, et cela ne les épargne pas des attaques. Exactement. En fait, on peut truquer les élections avec, bien sûr, la cyberattaque, on peut tout faire. Sûr, on peut voler votre argent, on peut tout faire. On peut même voler votre identité. Je reviens au budget. Donc, oui, quand vous voyez que les États-Unis a un budget moyen annuel de 40 milliards de dollars destiné qu'à la cybersécurité, donc il faut se dire, ok, c'est un point très névralgique et un point stratégique dans la stratégie de souveraineté numérique et de cybersécurité d'un État. Donc, il faudrait qu'on réfléchisse à la mise en place de ce genre de budget. Et un budget qui soit équivalent aussi du budget de l'armée, carrément. Alors, vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit quel cryptage aujourd'hui est idéal pour la protection des données industrielles? Qu'est-ce qu'il faudrait que les entreprises se mettent au niveau de la cybersécurité? Sonatrach, on a vu il y a quelque temps, on a essayé de pirater les données de Sonatrach. Alors, bonne question, cryptage. Première des choses, avant d'aller vers le cryptage, il faut déjà la mise en place d'une politique ou ce qu'on appelle d'une charte de sécurité informatique au niveau de l'entreprise. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Il faut déjà la mise en place des solutions, de l'infrastructure, de la technologie, du recrutement de la bonne personne, du RSSI ou du superviseur de la cybersécurité ou de la sécurité. Après, réfléchir au cryptage et à la mise en place de cryptage de données. Moi, je dirais, il ne faut pas aller plus vite que la musique. Mettons l'essentiel, mettons les basiques, et puis allons-y pas à pas. Mais quand je dis pas à pas, c'est pas un pas aujourd'hui et un deuxième pas dans 10 ans. Non. Il faut aller très vite parce que ça avance très vite. Exactement, il faut aller très vite. C'est une technologie qui évolue très vite. Exactement, tout à fait. Donc pour moi, cryptage, oui, mais est-ce que vous avez les solutions adéquates? Est-ce que vous avez les bonnes personnes? Est-ce que votre équipe ou votre personnel est, est au courant des pratiques frauduleuses qui sont en place? Par exemple, en ce moment, la première porte d'entrée dans le piratage, c'est le phishing. Pour les gens qui ne connaissent pas, le phishing, ça vient du mot de fish, qui veut dire de pêcher, c'est la pêche. On envoie un email avec un script ou un lien frauduleux et dès que vous cliquez dessus, on va voler vos données et vos accès. Alors, on peut considérer que toutes les formes de criminalité dans le réel se transposent aussi dans le virtuel et il faut y faire face parce que le piratage, il existe aussi en réel, c'est-à-dire le kidnapping des personnes moyennant des rançons, le paiement des rançons. Il y a également le piratage qui sert aujourd'hui à la demande de rançon et autre chose aussi qui pourrait suivre parce que ça rend aussi vulnérable un État et un pays par rapport au vol de ces données. Bien sûr. Et il y a des études sociologiques aussi qui sont exercées. On a vu pendant le printemps arabe, on a utilisé les données pour un peu fragiliser les pays et les États. On a vu ça aussi. C'est des formes de guerre. Exactement, on a vu les ça. Guerres de nouvelle génération, en fait, c'est par la cybersécurité. Tout à fait, exactement. On a vu ça aussi par le scandale de Cambridge Analytica lors des élections américaines,
l'utilisation des données dans le mauvais sens. Pour trafiquer les élections. Pour trafiquer les élections. Maintenant, on utilise vos données. On peut même falsifier votre identité. On peut, en fait, si on parle de kidnapping virtuel, on peut imaginer si vous êtes ce qu'on appelle un influenceur ou ce qu'on appelle un donneur d'opinion et on pirate votre compte et on commence à divulguer ou à donner de mauvaises informations. Ça va induire vers des choses qui sont carrément malveillantes. Fake news, par exemple, qui peuvent aussi faire beaucoup de dégâts, et on l'a vu, même des enfants ont été victimes de fake news qui les ont poussés aussi, certains algorithmes, à se suicider. Est-ce que nous allons vers une guerre d'intelligence artificielle à l'avenir? Est-ce qu'on peut considérer que même les guerres vont se transposer du réel vers le virtuel? Ça a déjà commencé. Oui. Ça a déjà commencé. C'est pas que on y est déjà. On l'a vu dans les guerres qui sont en cours. Les guerres au réel ont commencé plutôt au virtuel. On a déjà commencé au virtuel. Ce genre de cyberattaque, ce qu'on appelle les guerres de quatrième génération, la guerre de l'information, la guerre des données. Donc on dit qui détient la donnée ou qui détient l'information détient le pouvoir. Maintenant, si on vous enlève vos données, vous n'avez plus le pouvoir. Donc vous voyez comment ça se passe. Donc c'est très et maintenant on va plus utiliser des humains, on voit de l'intelligence artificielle, on peut programmer une intelligence artificielle pour attaquer les robots. Ben oui. Les robots. Moi je l'aurais dit pas plus tard qu'hier, je parlais avec un ami et je lui disais je pense qu'on va arriver au film Terminator, à Skynet. Alors, autre chose, Monsieur Djelal Bouabdallah, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, est-ce que nos vulnérabilités résident dans le fait aujourd'hui qu'avec un smartphone, nous mettons toutes nos données sur nos smartphones? Là aussi, ça nous rend un peu vulnérables. On a nos réseaux sociaux qui sont sur un peu nos smartphones. On a nos données personnelles qui sont sur smartphone. On a nos numéros de téléphone qui sont sur smartphone. On a nos conversations aussi sont sur smartphone parce qu'il y a la voix également aujourd'hui qui est très utilisée via bien sûr certaines applications. Il y a nos photos, il y a tout. Alors, ce qui nous rend un peu vulnérables. C'est une partie de la vulnérabilité. Bien sûr, on parle. Là, ça va nous emmener parce qu'on appelle le discours que tout le monde est en train de prôner en ce moment, c'est la souveraineté numérique ou la souveraineté des données, où on est en train de mettre nos données. C'est vrai que oui, ce qu'on met sur nos smartphones, il est chez Google, il est chez Apple, il est chez Amazon, ok. Mais la vulnérabilité ne réside pas que dans le smartphone. Elle réside aussi dans nos laptops, dans nos serveurs, dans nos systèmes d'information, aussi dans de la méconnaissance des pratiques et surtout de la formation. En fait, quand on parle de formation, il y a aussi la sensibilisation du public, il y a la sensibilisation du personnel. Comment dire à une personne, ok, dès que vous rentrez dans une entreprise, il faut protéger vos données, il faut utiliser un mot de passe sécurisé, il ne faut pas cliquer sur n'importe quel lien. Moi, dans l'entreprise où je travaille, on fait des tests mensuels pour voir qui sont les employés qui cliquent sur les mauvais liens. On leur envoie des faux mauvais liens pour qu'on puisse voir qui est en train de cliquer et après on essaie de remédier à ça par des formations et de la sensibilisation. Donc voilà comment on doit utiliser. La vulnérabilité, elle n'est pas que dans la partie technologique, mais elle est aussi dans l'humain. Alors la vulnérabilité vient aussi de l'extérieur, puisque nous sommes consommateurs aujourd'hui de tous les moyens technologiques. On ne peut jamais parler de totale sécurité si on n'a pas de produits de technologie made in Algérie. Il faut commencer à s'y mettre dès maintenant. En fait, c'est important, puisque nous avons vu que certains pays qui essayent de se protéger au maximum, même s'il reste quand même, c'est-à-dire le risque zéro n'existe pas, il reste vulnérable. C'est la Chine qui a développé ses propres aujourd'hui logiciels et également ses propres contenus. Alors, ils n'ont pas Facebook, ils n'ont pas Twitter. En fait, ils ont arrêté l'accès à Twitter, l'accès à Facebook. Je vais vous dire tout à l'heure. Ils n'ont jamais eu, pratiquement. Oui, exactement. Voilà. Alors, tout à l'heure, je parlais de souveraineté numérique et cybersécurité. J'avais dit qu'il y avait 6 points. Donc, il y a première, la stratégie nationale de la cybersécurité, la stratégie nationale de l'éducation et de formation, et troisième point très important aussi, stratégie nationale de recherche et de technologie. Cette partie-là.
au jour d'aujourd'hui, Il faut la développer avec le secteur de la recherche scientifique impérativement. Et j'ai- les entreprises également. il faut la développer avec le secteur privé. Il faut qu'il y ait ce partenariat dont on parle toujours public-privé et qui va aider parce que, en fait, on va essayer de développer les nouvelles technologies. Jusqu'à aujourd'hui, on est consommateur de technologies. Il faut développer le point des aides. Le point des aides, il y est déjà. C'est pas Mais il faut le développer. Il faut développer la technologie pour des aides. Ça va pas se faire du jour au lendemain, mais il faut travailler sur des collaborations, sur des partenariats. Ça peut être des partenariats publics-privés, ça peut être des partenariats avec des États amis sur lesquels on développe des technologies. Voilà. Alors, il peut y avoir aussi des attaques innocentes de certains hackers jeunes qui veulent un peu essayer leur génie pour paralyser certains systèmes. On l'a vu il y a quelques années de cela, où des jeunes Algériens avaient attaqué, bien sûr, la présidence de la République. C'était en 2017. C'est-à-dire les secteurs stratégiques ou les départements stratégiques ou les institutions stratégiques, il faut impérativement les protéger. Vous avez la présidence de la République, la défense nationale, les affaires étrangères, les ministères de l'économie, c'est important. En fait, tous les ministères sont importants. Toutes les institutions nationales et algériennes doivent être protégées. Ceux et celles dont vous venez d'énumérer, elles sont déjà protégées. Ils ont des outils. Mais on va pas tout divulguer. Bien sûr. C'est ça le système de protection. Exactement. Ne jamais. Même quand on fait l'objet d'attaque, on ne doit pas le divulguer. Jamais. Le moment de l'attaque, on ne doit pas le dire. Il faut laisser après. C'est-à-dire dire, okay, régler le problème et puis l'annoncer par la suite. C'est comme si on a une maison, on a 3 chiens, des caméras de surveillance, un portail électrique et on se dit aujourd'hui j'ai été attaqué. Laisse passer l'attaque, règle et puis après tu dis oui j'ai été attaqué mais on a su faire face. Ces institutions, oui. Parce que si vous l'annoncez pendant, c'est-à-dire ceux qui vous attaquent pourraient déployer d'autres moyens beaucoup plus agressifs. Et je vous assure, il y a des États qui ont des hackers ou des pirates qui sont très très agressifs sur ce côté-là. Alors aujourd'hui, on a fait beaucoup d'efforts, on parle beaucoup de cybersécurité à tous les niveaux dans le sens de la défense nationale, mais pour la protection des données économiques, c'est important aujourd'hui puisqu'on a parlé un peu du piratage industriel. Il faut aujourd'hui que les entreprises adossent toutes ces données. Ben oui. Parce que sur le plan économique, on n'est pas très prudent. C'est pour ça que j'ai dit... Les entreprises mettent toutes leurs données sur le net sans se soucier un peu de la protection. En fait, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il faudrait que le référentiel et la loi, surtout le décret présidentiel le 2005, ne soit pas appliqué que sur les institutions publiques ou nationales. Il faut que ça soit généralisé sur n'importe quelle entreprise algérienne. En fait, il faudrait que ça soit comme les impôts. Ok, est-ce que tu as mis un système de sécurité? Le minimum, le plus basique, c'est de mettre un antivirus. Le plus basique. Et puis après, on peut aller selon. On sait bien que les solutions, que les technologies de cybersécurité, elles sont très chères. Mais il faut aller graduellement. Alors vous avez ce commentaire de l'auditeur qui dit déjà on est très frileux pour le développement informatique, ne faites pas trop peur aux gens, laissez développer l'informatique d'abord et parlons de sécurité informatique. On ne parle pas de sécurité informatique, on parle de cybersécurité. C'est encore beaucoup plus important que la sécurité informatique. On ne parle plus de sécurité informatique. Sécurité informatique, c'est dépassé aujourd'hui. C'est dépassé, on parlait de ça en 90. Maintenant on parle de cybersécurité parce que c'est parti beaucoup plus loin, c'est plus large. On peut aller beaucoup plus loin. En fait, juste pour information, on parlait de sécurité informatique, on parlait de cyber-résilience et maintenant on parle de sécurité, de cybersécurité et surtout de sécurité as a service. Alors, autre question, quand on est par exemple des individus qui mettent en tout sur notre smartphone, puisque je l'ai énuméré je l'ai mentionné à l'instant, comment se protéger, Monsieur Djelal Bouabdallah, quand on a toutes ces données qui sont sur notre smartphone? On a complètement oublié le portable, on met tout sur le smartphone. En fait, c'est très simple. C'est très très simple. En fait, que ce soit un smartphone, une tablette, un laptop et même un objet connecté, il faut toujours que ça soit sécurisé avec un mot de passe très très fort, très complexe. Il
Il faut plus utiliser les petits mots de passe avec des chiffres et des lettres, parce que maintenant, c'est devenu très facile à hacker et à pirater. Il ne faut pas mettre sa date de naissance non plus. Exactement. Ou sa date de mariage. Au niveau des smartphones ou des réseaux sociaux, maintenant, on utilise ce qu'on appelle la double authentification. Et on peut aller même, maintenant c'est parti plus loin sur la triple authentification et même avec ce qu'on appelle dans notre jargon, et je ne veux pas aller beaucoup dans la technicité, on parle de la technologie Zero Trust, c'est-à-dire même si j'utilise ce PC, j'ai l'habitude de l'utiliser, ou ce smartphone j'ai l'habitude de l'utiliser, il me demandera toujours de authentifier. Mais vous avez des fois, par certaines applications, on vous dit notre système est totalement sécurisé. C'est faux, surtout pour la voix. Alors, il peut y avoir des décryptages, du piratage. Tout dépend. En fait, on connaît bien. Il y a ce qu'on appelle un outil ou une application très connue qui parle que les données sont cryptées, mais le détenteur de cette application a la clé de cryptage. Mais bien sûr, vous avez aussi le scandale qui a ébranlé Facebook, puisqu'il avait vendu aussi les données personnelles à certaines grandes firmes. Est-ce qu'on est dans un monde total espionnage aujourd'hui, puisque certains vous disent, à partir du moment où on a découvert l'Internet, on a commencé à être espionné dans tous nos gestes, depuis les années 70. En fait, on l'a dit, rapidement. On l'a dit au début, on est en mode espionnage grande envergure, mais un espionnage autorisé. Monsieur Jalal Bouabdallah, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Merci bonne journée, à vous bon courage, à merci. bientôt.